Après 25 ans, mon mari a voulu une femme plus jeune. Ma réponse l'a laissé sans voix. La phrase résonnait dans la tête de Naomi comme un écho trop familier pour être nouveau. Ce n'était pas qu'elle n'avait jamais imaginé la fin d'une histoire. Elle en avait pourtant envisagé toutes les variantes possibles, les plus triviales comme les plus dramatiques. Mais rien, jamais, n'avait préparé la façon dont la trahison se glissait, insidieuse, dans les détails les plus anodins d'une vie partagée. Le salon était inondé d'une lumière douce, celle d'une après-midi de fin d'automne. Des fleurs blanches reposaient sur la table basse, orchidées qu'elle aimait, commandées pour l'anniversaire, un vieux habitude, depuis les premiers rendez-vous où il lui offrait des fleurs à la sortie des examens. Naomi passait le doigt sur la soie d'une invitation encore pliée, vérifiant une dernière fois l'orthographe du nom des invités, le phrasé du menu. Il y avait de la musique en fond, un jazz discret que Darren avait choisi. Il murmurait en répétant son discours, la voix pleine de platitudes que Naomi connaissait par cœur. Elle regardait, et en même temps, elle écoutait autre chose. Un détail, un petit rythme qui ne cadrait pas. Ils n'avaient pas d'enfants. Leur monde s'était organisé autour de voyages mesurés, de week-ends de conférences où Naomi présentait des bilans et où Darren discutait d'investissements, de films au cinéma et de livres laissés sur la table de chevet. 25 ans. Enfin, une vie qui, pour beaucoup, tenait du luxe. Pour Naomi, une suite de compromis silencieux et de conversations jamais terminées. Elle avait appris tôt à rendre ses inquiétudes solides, des listes, des chiffres, des preuves. En tant que contrôleuse financière, elle savait que la meilleure façon de dominer l'incertitude était de la transformer en données. La rencontre leur avait paru hier. Ils s'étaient connus à l'université, dans un amphithéâtre où Naomi avait levé la main pour corriger une erreur de calcul. Darren avait ri, un rire dont elle avait tout de suite aimé l'assurance. Il aimait l'avoir fixé les chiffres, il aimait sa façon de trancher un problème. Elle, en retour, avait aimé la chaleur de sa main quand il traversait les ponts de la ville et la façon dont il la regardait quand elle prononçait un mot important. Ils avaient fait un pacte presque sans y penser. Rester partenaires, garder une maison, garder leurs habitudes. C'était suffisant. C'était tout. Pourtant, dans les dernières semaines, Naomi avait senti des fissures. Ce n'était pas la violence d'une grande tempête, mais de petites oscillations, des micro-tremblements. L'addition de ces instabilités composait le tremblement d'un monde. Son téléphone vibra à 3 heures du matin un soir. Elle sursauta, capuchon de la couette remonté sous le menton, et entendit d'abord un rire qu'elle n'aurait jamais associé à leur lit. C'était la voix de Darren, enjouée, trop légère, au téléphone dans le couloir. « Oui, ma chérie. Oui, j'arrive. Non, ne t'en fais pas. » L'écho des rires lui fit froid dans le dos. Elle restait immobile à écouter, à calculer le temps. Quelques semaines plus tôt, un rappel discret était apparu dans le téléphone de Darren, appelé S, 11 heures. Naomi avait noté cette initiale sur un bout de papier, non par jalousie, mais par simple curiosité professionnelle, une incohérence parmi d'autres. Le doute ne s'était pas imposé tout de suite. Naomi avait l'habitude de déchiffrer des tableaux. Une colonne avec des revenus, une colonne avec des dépenses, et souvent une troisième colonne inexplicable. Les dépenses récentes sur la carte commune incluaient des frais pour un bijoutier dans un quartier qu'ils ne fréquentaient pas, des réservations dans un restaurant chic pour une date différente de celle de leurs anniversaires, et des petits transferts anonymes vers un compte dont le nom ne disait rien. Elle n'était pas naïve, mais elle essayait d'accorder le bénéfice du doute, jusque-là. Après tout, Darren avait mené des projets, il était ambitieux, il avait toujours eu une vie professionnelle active et quelques amis aux habitudes imprévisibles. Puis le calendrier apparut, comme on trouve un élément qui commande le reste d'une équation. Naomi feignit un intérêt pour organiser la soirée, demanda à voir la liste des invités pour rectifier une adresse. Elle fit semblant de mettre la main sur le portable de Darren pour montrer une photo, et son doigt glissa sur un rendez-vous bipant. Prépa surprise, 18h, S. L'initiale. Le mot surprise. Naomi sentit un nœud se serrer dans sa gorge. Ce n'était pas l'initiale qui la troublait tant que la répétition de petits signes, dont aucun isolément n'était incriminant, mais qui, pris ensemble, construisaient un motif. Elle n'avait pas réagi trop vite. Naomi mettait de l'ordre, non des accusations. Elle connaissait la façon dont une erreur pouvait coûter cher. Alors, silencieuse, elle commençait à rassembler des pièces. Première règle, la vérité, pour être invincible, devait être écrite et vérifiable. Elle prit des captures d'écran des transactions, téléchargea l'historique du navigateur depuis l'ordinateur familial, une opération qu'elle savait faire presque la main dans le dos, et nota les messages où une conversation privée revenait comme un refrain. Il y avait un langage codé, des émojis, des termes tendres qui n'avaient rien à voir avec les échanges avec collègues. Naomi se souvint d'une affaire antérieure, un dossier au travail, où un collègue avait tenté de falsifier des documents. Elle avait appris la quantité de peau qu'il fallait pour éplucher une fraude. Maintenant, elle appliquait la même méthode à sa propre vie. Elle copiait des mails, imprimait des relevés. Mais elle restait mesurée. Pas accusation sans preuve.
Sa colère, quand elle arrivait, était froide. Elle préférait l'utilisation du temps plutôt que la flambée. Chaque photo, chaque message, chaque rendez-vous noté était rangé dans un dossier numérique chiffonné. Elle n'était pas prête à parler, seulement à collecter. Il y avait d'autres indices, plus subtils encore. La mère de Darren, Céleste, avait toujours eu une place particulière dans leur couple. Une présence polie, parfois trop présente, aux festivités et aux conseils amicaux, déversés sur des sujets de succession et d'héritage. Ces derniers mois, Céleste avait commencé à exprimer des opinions plus tranchées sur la façon dont Naomi gérait l'argent des voyages, sur l'inutilité d'un grand appartement que vous seul aimez, sur l'idée qu'un changement pourrait être rafraîchissant pour Darren. Ce mot, rafraîchissant, revint dans l'esprit de Naomi comme un indice clinique. Il n'avait pas la chaleur ordinaire d'une suggestion, il sonnait comme un mot passe. Une petite note, un blanc de promesse, se glissait aussi dans la vie de Naomi ce matin où le notaire allemand appela pour annoncer, avec une voix polie mais ferme, qu'il y avait eu un décès. Tante Joséphine était morte. Naomi avait été surprise. Elle n'était pas très proche de cette tante lointaine, une sœur du côté maternel qui avait vécu toute sa vie à Hambourg. Les lettres qu'elle s'était échangées autrefois parlaient de cartes postales et de récits de voyage. La nouvelle de l'héritage n'avait pas l'air dramatique au départ. Joséphine, disait-on, n'avait pas de descendants et avait laissé des biens dispersés. Naomi signa les documents sans imaginer que cela deviendrait autre chose qu'une formalité. Elle garda la lettre du notaire, la posa sur la table comme on pose une promesse en attente. À ce moment-là, cette correspondance était une chose presque intime, un petit rayon de lumière dans la lourdeur des semaines. Elle commença à tenir un journal, non pas pour l'émotion, mais pour la chronologie. Là était sa méthode, un registre clair, daté, qui relierait un événement à un autre si elle devait un jour les expliquer. Le 3 octobre, appel à 3 heures. Le 9 octobre, virement anonyme. Le 2 octobre, rappel, appelé S. Dans la marge, elle annota « investir, vérifier, sauvegarder ». Chaque entrée était une encre. Naomi avait besoin d'ancrage. On ne peut pas se permettre de perdre la tête lorsque l'on prépare une riposte qui doit être impeccable. La première personne qu'elle appela fut Aïcha Cole, une amie de longue date et avocate. Aïcha connaissait Naomi depuis leur première année à la faculté de droit. Elles avaient ri sur les bancs, partagé des cafés et des secrets, s'étaient appuyées l'une sur l'autre lors des premiers échecs. Aïcha avait choisi une voie différente, le barreau, les audiences, une pratique énergique où l'on apprend vite à repérer le mensonge. Naomi savait qu'elle pouvait faire confiance à son jugement. Elle appela un matin, à l'heure du café. « Na, est-ce que tout va bien ?» demanda Aïcha à la première sonnerie, sa voix tiède et attentive. Naomi détesta la façon dont ses mains tremblaient déjà. Elle prit une longue respiration. « J'ai besoin de voir quelqu'un en privé, » dit-elle enfin, sans fioriture. « Rien d'immédiat. J'ai juste besoin d'un avis sur quelques documents. » Elles se rencontrèrent dans un café discret du quartier, pas un endroit pour les observateurs. Naomi posa devant Aïcha ses copies, capture d'écran, relevé, un calendrier imprimé, la lettre du notaire. Aïcha les parcourut silencieusement, la mâchoire serrée par la tension. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit-elle à la fin, puis rectifia comme pour garantir une précision juridique. « Je ne dis pas que c'est suffisant pour prouver quoi que ce soit devant un tribunal, mais tu as des motifs sérieux pour enquêter plus avant. On peut préserver ses preuves, sécuriser des copies, demander des attestations. » Naomi acquiesça. Elle ne voulait pas d'un procès du soupçon, elle voulait de la vérité, ordonnée, prête à être présentée. Aïcha proposa des démarches, verrouiller des copies, obtenir des relevés officiels, demander une expertise de l'ordinateur si nécessaire. « Et fais attention à ce que tu dis », rajouta Aïcha doucement. « L'anticipation d'une humiliation publique peut faire perdre la perspective. Ce que tu vas faire doit rester sous contrôle. » Naomi sentit la bienveillance et la rigueur juridique se mêler. La combinaison des deux la rassura. Avant de se quitter, Aïcha posa une question qui, dans sa simplicité, avait le poids d'une reconnaissance formelle. « Tu veux aller jusqu'au bout ?» Naomi regarda par la fenêtre le passage des voitures, le reflet d'une vie qu'elle connaissait sur le trottoir d'en face. Elle répondit sans émotion ostentatoire, mais avec une certitude glacée. Jusqu'où il faudra. Un CTA, fragile et discret, s'était déjà imposé dans la mécanique de la narration de sa propre vie. Si une part de cette histoire avait été racontée à voix haute, ce serait pour que d'autres sachent qu'il est possible d'organiser sa réplique avec dignité et clarté. Si vous aimez ce type de récit, si vous voulez entendre d'autres histoires où la vérité se fait jour lentement mais sûrement, abonnez-vous. Il y aura d'autres vies à suivre, d'autres retrouvailles avec la vérité. La répétition du schéma, collecte, sauvegarde, vérification, devint le fil rouge de ses journées. Naomi prit l'habitude presque machinale de tout archiver. Elle créa des copies papier, des sauvegardes chiffrées, des fichiers hors ligne. Elle étiqueta des enveloppes scellées qu'elle laissa chez une amie de confiance. Elle ouvrit un coffre bancaire sous un nom discret pour y déposer quelques documents clés. Ces précautions n'étaient pas signe de paranoïa, du moins pas selon Naomi. C'était une stratégie que son travail lui avait enseignée. Les documents ne mentent pas si on les protège. Mais la vie quotidienne devait suivre son cours. Les préparatifs de la soirée continuaient et Naomi jouait à la perfection le rôle d'hôte. Elle acceptait les fleurs, elle riait aux plaisanteries, elle discutait du menu avec la chef. Elle choisit une robe qui n'était ni provocante ni solennelle,
une robe d'un bleu profond qui mettait en valeur la teinte verte de ses yeux. Le bleu lui donnait une élégance retenue. C'était volontaire. Elle ne souhaitait pas être la protagoniste d'un drame théâtral. Elle voulait garder la maîtrise. Naomi avait appris au fil des ans que l'apparence pouvait s'avérer un allié dans une situation où la vérité devait être livrée avec calme. En coulisses, Darren préparait son discours. Naomi l'entendait parfois, à travers la porte semi-fermée du bureau, articuler des phrases sur leur parcours, la célébration, la chance d'avoir construit quelque chose ensemble. Son ton variait entre la nostalgie et l'assurance. Il désirait que cette soirée scelle son image de mari attentionné. Elle comprenait ce besoin de spectacle. Darren avait toujours eu ce désir d'applaudissement, mais elle savait aussi lire entre les lignes. Le mot surprise revenait, et elle savait à présent en interpréter la trame. Il y eut une rencontre rapide et limpide, quelques jours avant la fête, qui resserra les filets de Naomi. En sortant d'une réunion, elle croisa Sierra pour la première fois. Sierra, jeune, belle dans une manière calculée, portait une robe serrée et avait ce sourire qui savait être à la fois charme et défi. Elles se rencontrèrent presque par hasard près du hall de l'hôtel où Naomi prenait souvent ses rendez-vous. Sierra fit une révérence légère et dit, avec une voix mielleuse, « Vous devez être Naomi. Darren m'a tant parlé de vous. » Il y avait du calcul dans la façon dont elle prononça le mot « tant ». Naomi répondit par un sourire poli, un peu sec, enchantée. Elles échangèrent quelques banalités. Sierra s'éclipsa ensuite, laissant un parfum sucré dans l'air. Naomi nota avec cette froideur professionnelle la marque du parfum, la texture du sac, la façon dont Sierra se tenait. Toutes ces données allaient lui servir. Céleste, la belle-mère, fit aussi quelques apparitions remarquées. Elle s'approcha de Naomi dans le jardin, feignant une maladresse, et lui proposa une quantité de conseils sur la gestion de l'image dans les fêtes. Naomi sentit la condescendance bruire sous la phrase. Céleste aimait donner des leçons. Elle avait toujours considéré la vie de Naomi comme un projet modifiable, une chose à retoucher. Cette familiarité mal camouflée avait au fil des ans parfois irrité Naomi. Aujourd'hui, la rencontre laissa un arrière-goût plus amer. Céleste parlait d'une manière qui semblait presque procéder d'une préparation préalable, comme si elle avait déjà décidé de ce qui devait se produire. Les jours précédant la réception s'étirèrent comme une corde tendue. Naomi augmenta le rythme de sa collecte. Elle demanda discrètement à un informaticien ami de sauvegarder des logs et à un ancien collègue bancaire de surveiller des transactions suspectes. Elle fit appel à Mr. Perry, un avocat immobilier qu'elle connaissait vaguement, pour vérifier rapidement la nature exacte du titre de propriété du condo dont elle avait hérité de ses parents avant le mariage. Cette propriété, disait-elle parfois en plaisantant, était sa bulle, un endroit où elle avait construit des habitudes et des souvenirs. Elle n'envisageait pas que cela aurait un jour à être défendu. Pourtant, la question de sa nature, bien prémaritale ou bien commun, devenait centrale. Mr. Perry, en consultant les archives, promit une réponse selon les titres et les actes, sans plus, une prudence professionnelle qui lui convenait. À la maison, l'atmosphère était un théâtre d'attitude. Darren répétait, Céleste commentait, et Naomi, comme une chef d'orchestre invisible, ajustait les éléments. Elle recevait des messages de Sierra, parfois impersonnels, parfois trop chaleureux. Elle sentit l'onde de choc qui arrive lorsqu'une routine se fissure. La nuit, elle relisait ses notes avec une attention méticuleuse. Parfois, elle laissait ses pensées vagabonder jusqu'à ces jours où Darren les regardait sur un banc de parc, où tout semblait encore possible. Ces flashbacks n'étaient pas nostalgiques pour le plaisir. Ils servaient à mesurer l'écart entre ce qu'ils avaient été et ce qu'ils étaient devenus. Naomi savait que l'histoire de leur mariage contenait des pages belles et d'autres plus sombres. Elle refusait de confondre la beauté des premières pages avec une justification de l'aveuglement présent. Une semaine avant la fête, Naomi reçut une information qui, sans exploser la situation, modifia la donne. Un virement substantiel fut annoncé, selon les documents du notaire de Hambourg. Ce n'était pas une fortune extravagante, mais c'était suffisant pour rendre une action indépendante possible. L'héritage de tante Joséphine, selon le courrier officiel, comprenait des liquidités et un petit appartement vénérable à Hambourg, une somme qui, si elle était correctement sécurisée, permettrait à Naomi d'avoir une marge de manœuvre financière. Elle posa la lettre sur la table, la regarda longuement. Elle sentait que le monde lui offrait une chance inespérée de reprendre le contrôle. Elle fit savoir à Aïcha, en toute discrétion, que des fonds allaient bientôt être transférés. Elles discutèrent des risques et des mesures à prendre pour protéger cet argent, sans entrer dans des conseils techniques. Aïcha proposait seulement de garder des preuves de tout mouvement et d'établir des comptes séparés si nécessaire. Naomi suivit ses recommandations avec la même rigueur que pour ses fichiers.
Elle n'aimait pas la dépendance économique, elle avait toujours cru que l'autonomie était une forme de dignité. Désormais, l'autonomie n'était plus un concept abstrait, elle se matérialisait dans des chiffres et des contrats. La répétition des gestes devint presque rituelle. Naomi réorganisa ses papiers, prit rendez-vous dans un cabinet notarial pour faire certifier certaines copies, fit traduire des documents allemands. Chaque formalité était une brique. Elle savait aussi que sans exposition publique, la riposte n'aurait pas la même force. La société, les amis, l'approbation sociale, tout cela penchait parfois en faveur des images bien ordonnées. Naomi n'aspirait pas à humilier, mais à rendre la vérité accessible, incontestable. Elle imaginait la scène possible, des papiers sortis, des visages qui s'éclairent, les murmures qui se transforment en cris. Elle se promettait de rester calme, de parler vrai et surtout de ne pas s'écrouler. Le soir précédant la fête, elle fit une pause et s'assit seule sur le balcon, une tasse de thé refroidissant entre ses mains. Les lumières de la ville scintillaient à distance. Naomi repensa aux promesses faites sur un coin de nappe il y a 25 ans. Elle pensa à la personne qu'elle était devenue, plus prudente, plus méthodique, mais pas nécessairement plus froide. Elle sentait une colère fine, mais surtout une lucidité étonnante. Ce n'était pas la haine qui la guidait, c'était la volonté de préserver sa dignité et sa sécurité. Elle avait mis de l'ordre dans son monde, le reste, disait-elle silencieusement à la nuit, viendrait en son temps. Le lendemain matin, la maison s'éveilla à un rituel d'effervescence. Les traiteurs s'affairaient, les serveurs disposaient les nappes, le piano était accordé. Naomi posa ses documents dans un petit sac en cuir, un sac qu'elle garda auprès d'elle comme un talisman. Elle vérifia une dernière fois les sauvegardes, compta les copies, signa un recommandé qu'elle laissa au coffre. Elle allait, dans quelques heures, franchir une porte devant des gens qui l'avaient vue comme l'épouse aimante et patiente. Certains d'entre eux, peut-être, ne savaient rien de la trahison qui bouillonnait en dessous. Et pourtant, dans cette maison, il y avait quelque chose d'étrangement léger. Naomi prit une grande inspiration et se prépara à l'épreuve sociale. Elle n'ignorait pas la portée d'une telle soirée. Elle savait qu'il y aurait des regards, des jugements, peut-être des rumeurs qui commenceraient à courir plus vite que la vérité. Elle connaissait la nécessité d'être prête, non pour détruire, mais pour révéler, non pour venger, mais pour empêcher que sa vie ne soit redessinée sans elle. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la chambre, le téléphone émit un message qui fit passer un frisson dans son dos. Un nouveau calendrier, une nouvelle notification dans l'agenda de Darren, mise à jour à la dernière minute. 5 minutes, un rappel pour précision finale. Naomi posa sa main sur la poignée de porte et sentit plus clairement que jamais la frontière entre le connu et l'inconnu. Elle allait traverser cette porte. Le reste dépendrait de sa capacité à rester maîtresse de ses preuves, de son sang-froid et de la juste mesure de la mise en scène qu'elle avait patiemment préparée. Naomi poussa la porte comme on entre sur un champ de bataille civilisé. Le sourire aux lèvres, le sac en cuir contre la hanche, le monde parfaitement ordonné à l'intérieur d'elle-même. La maison débordait d'une élégance feutrée, lustre allumé, nappe blanche, chandelier qui jetait des éclats sur les coupes de cristal. Des convives arrivaient en grappes légères, saluant, échangeant des compliments sur les fleurs et la playlist. L'air sentait le cèdre et une touche florale trop douce pour être naturelle. Naomi sentit la piste d'odeur, la façon dont chaque parfum était une signature sociale. Elle le nota mentalement comme on coche une case. Darren l'attendait près du buffet, en costume sombre, impeccable, l'air confiant qu'il affectionnait quand l'attention se tournait vers lui. Ses mains étaient calmes, son sourire poli. Il cherchait dans la salle le reflet de l'image qu'il voulait donner. Naomi traversa la pièce, accepta vive et gracieuse la poignée de main d'amis et de collègues, fit quelques blagues. Rien dans son attitude ne trahit la tempête qui fourmillait sous sa tranquillité affichée. Elle connaissait la force du contrôle, elle l'avait employée encore ce matin, en vérifiant pour la dernière fois que chaque copie des pièces était complète, en laissant une enveloppe scellée à l'ami qui la ramènerait au coffre au cas où la soirée tournait au pire. Le programme de la soirée était simple, cocktail, un court discours de Darren, des toasts, ensuite musique et danse. Naomi avait prévu sa robe d'un bleu profond qui se fondait avantageusement avec la lumière, elle était comme une promesse discrète de sérénité. Lorsqu'on l'invita à rejoindre la réception, elle se retrouva au milieu d'un brouhaha d'embrassades, félicitations et chuchotements. Puis vint le moment où Darren monta sur l'estrade légère installée près de la baie vitrée. Il prit le micro avec l'assurance d'un homme qui sait s'être observé et aimé. Il commença par remercier les invités, par des banalités chaleureuses, les souvenirs partagés, les voyages ensemble, l'admiration faine qu'il portait à Naomi pour sa rigueur et son sens des chiffres, une pique habilement placée qui fit sourire quelques personnes. Il parla de partenariat, de tous ces petits silences transformés en complicité. La salle acquiesça, soudaine et consensuelle. Puis il y eut ce glissement attendu dans son discours. Il est temps, je pense, de regarder vers l'avenir. Un murmure parcourut l'assemblée. Naomi resta immobile, sa respiration mesurée. Elle avait prévu cette scène. Elle savait la force de la mise en scène, le pouvoir d'une annonce faite devant des amis.
Darren n'allait pas seulement parler d'avenir, il allait le réinventer en public, sans elle. C'était là l'ultimatum attendu dans les dossiers privés que Naomi avait lus en silence. Darren prononça ensuite des phrases que Naomi connaissait déjà. « Je suis reconnaissant pour ces 25 ans, mais la vie change. J'ai pris une décision. » Il annonça un divorce, avec la façon d'un homme qui croit signer une libération collective, plutôt qu'une blessure personnelle. Il décrivait un avenir où chacun poursuivrait ses chemins, il parlait d'opportunités, de renouveau. Sa voix cherchait l'approbation, quelques têtes hochèrent. Naomi vit les expressions se transformer, étonnement, compassion, embarras, et sut que c'était le bon moment. Elle se leva doucement, obéissant à un plan qu'elle avait répété en pensée. Les conversations s'estompèrent. Quand Naomi prit le micro, il y eut un silence précis, l'air comme coupé au rasoir. Elle avançait lentement, le sac toujours à son bras, la voix basse mais assurée. Sa respiration était claire. Elle n'affichait aucune colère théâtrale. Sa posture disait plutôt « Voici les faits ». « Merci », dit-elle d'une voix posée. « Je veux que tout soit entendu clairement. » Les rideaux de murmure devant une toile tendue. Naomi appuya sur son pouce pour que la première copie d'un document soit tendue à la table des invités VIP, tandis qu'une autre enveloppe se déroulait vers l'assistance. Elle parlait comme on lit une série de pièces à conviction. Date, montant, capture d'écran à prix net, relevé bancaire. Chaque phrase était ponctuée par un objet tangible que quelqu'un tenait et contemplait. D'abord, elle montra la lettre du notaire de Hambourg. « Voici ce qui m'est parvenu le 18 octobre », annonça-t-elle, et la voix ressemblait à celle d'une conteuse qui sait que la vérité est d'autant plus puissante qu'elle est simple. Elle révéla le détail de l'héritage, l'acte qui stipulait de distribution des biens de tante Joséphine, la preuve qu'une somme considérable venait d'être placée sous sa garde, pas pour se montrer, mais pour assurer son indépendance. Un chuchotement parcourut la salle. Ensuite, Naomi présenta le titre de propriété du condo. Mr. Peary, qu'elle avait discrètement convié et qui se trouvait parmi les invités, se leva et confirma, avec un ton professionnel, ce que Naomi exposait. Selon les actes présentés et au terme du dossier, cette propriété figurait, selon les archives, comme acquisition prémaritale et a fait l'objet d'une mention particulière. Il n'affirmait pas de règle universelle, il indiqua ce que les pièces montraient. Les visages se crispèrent. La question du condo, jusque-là murmurée au coin des conversations entre Céleste et des amis influents, devint incontestable. Puis vend la pièce qui fit vaciller plus d'un, des revenus montrant des transferts réguliers depuis un compte commun vers un compte personnel au nom de Syrah, des paiements effectués à un nom d'Avicat qui, selon les mapiers, avait des liens avec Mr. Hayes. Naomi sortit les copies signées montrant des virements, avec date et commentaires parfois sibyllins, pour la surprise, frais. Les chiffres étaient clairs. L'audience, qui jusqu'à présent ne voyait que la douleur d'un couple pris dans la séparation, comprit que l'annonce publique du divorce n'était pas simplement une décision émotive, c'était une mécanique planifiée, soutenue par des contributions financières et logistiques. Syrah, assise non loin de la scène, pâlit. Elle se leva, déstabilisée. Naomi continua, sans colère, énonçant les faits comme on lisait un rapport. Voici des messages, voici des réservations faites au nom de S pour des soirées, des achats ciblés, des petits transferts qui, accumulés, dessinent une stratégie. Naomi ne criait pas, elle déroulait le dossier. Et voici des échanges entre Céleste et un tiers où il est question d'une mise en scène. Elle montra alors un extrait, brut, d'un mail où Céleste commentait, d'une manière qui n'autorisait guère d'interprétation, les avantages d'un second départ pour Darren. La salle éclata en chuchotements, puis en murmures plus bruyants. Quelques amis de Darren cherchaient à prendre sa défense, d'autres regardaient leur propre reflet dans la catastrophe comme on regarde un miroir. Syrah, prise au piège, eut un mouvement brusque, murmura des paroles confuses. Elle finit par quitter la pièce précipitamment, bousculant une serveuse. Personne n'alla à sa poursuite. Céleste resta figée un instant, le maquillage peut être plus sensible que la peau. On voyait la surprise derrière ses yeux. Elle tenta quelques mots indécis, mais il n'y eut pas d'écho pour les soutenir. Darren s'avança, tentant de reprendre la parole, voulant transformer le malaise en une lutte rhétorique. Mais sa voix trembla, ses arguments se disloquèrent. Naomi le laissa, puis dit une chose que personne n'attendait. « Je n'ai pas voulu que cela devienne un spectacle. J'ai voulu que les faits soient connus. » Sa fermeté avait quelque chose de sévère, sans cruauté. Elle ajouta « Je souhaite que chacun puisse évaluer ce qu'il voit, avec les documents devant soi. » On ressentit dans la pièce le basculement. L'initiative qu'avait voulu prendre Darren glissait entre ses doigts. Les téléphones sortirent. Quelques invités prirent des photos des documents, d'autres filmaient des fragments. En quelques instants, des extraits de la scène circulaient déjà sur les téléphones, partagés d'un groupe à l'autre. Un ami effaça un court enregistrement audio et le posta sur une application sociale. En moins d'une heure, des petites portions de la soirée étaient en ligne. L'effet fut immédiat. Conversation privée devenait jugement public. Naomi l'avait prévu. La vérité, quand elle est claire et documentée, ne crie pas, elle s'impose. Durant les heures qui suivirent, la soirée se transforma en récit public. Les voisins venaient demander des explications,
La commise de la galerie appela pour savoir s'il y avait eu malentendu. Certains invités restaient, regardant les papiers comme on lit un roman à suspense. Syrah, humilié, ne réapparut pas. Mr. Hayes, l'avocat complice dont Naomi avait découvert les transactions, avait déjà quitté les lieux. Il ne laissait derrière lui que des courriels effacés et un numéro injoignable. Le lendemain, l'onde ne s'éteignit pas. Des articles firent état d'une soirée où un mari avait annoncé un divorce et où l'épouse avait répondu en déployant un dossier presque judiciaire. Les plateformes sociales véhiculaient des dizaines de versions, certaines empathiques envers Naomi, d'autres plus compassionnelles pour Darren, mais toutes reprenaient les éléments saillants que Naomi avait exposés. Elle évitait de regarder les premières couvertures. La prudence l'avait fait renoncer au voyeurisme de la consultation immédiate. Aïcha, fidèle, était à ses côtés. « Nous laissons la procédure suivre son cours, dit-elle. Les pièces sont là. Nous allons déposer plainte pour détournement de fonds selon le dossier et faire valoir ton titre de propriété comme preuve principale. Le reste, on le laisse au tribunal. » La procédure fut effectivement engagée. Naomi s'enroula dans une patience active. Elle déposa les copies nécessaires, autorisa la production des documents et exigea que rien ne soit improvisé. Elle savait que les tribunaux n'étaient pas des arènes de revanche, mais des lieux de vérification. Elle fit confiance à la procédure, non en illusion de victoire automatique, mais en sécurité d'un débat public et organisé. Les 3 mois qui suivirent furent administrés par des rendez-vous, rencontres avec le procureur, échanges entre avocats, demandes d'expertise comptable. Naomi vit, presque avec curiosité, la mécanique juridique se mettre en place. Pendant ce temps, la vie quotidienne se réarrangea. Darren trouva moins de clients. Son réseau professionnel se fissura. Des partenaires hésitèrent à le recommander. Des contrats furent mis en suspens. Le doute s'était installé, non pas seulement sur sa vie privée, mais sur son jugement. Naomi reçut des messages de collègues et d'anciens amis. Certains exprimèrent surprise, d'autres admiration pour sa manière de rester calme. Elle répondit avec une forme de politesse distante, qui tenait plus de la reconstruction que de la rancœur. Le procès eut lieu 3 mois plus tard. La salle d'audience était une pièce d'une efficacité froide. Bancs de bois, dossiers empilés, lumière neutre. Elle y entra comme on entre en scène après un travail de répétition. Aïcha plaidait avec une précision froide, énonçant les faits et expliquant leur portée. Monsieur Perry produisait des copies certifiées du titre du condo et un expert financier exposa les mouvements de fonds vers des comptes tiers. Michael Boudreau, le CEO d'une entreprise où Naomi avait travaillé comme consultante ponctuelle et qui venait comme témoin de sa fiabilité professionnelle, offrit un témoignage sur son intégrité et sa rigueur. Le juge écouta les 2 parties, feuilletant des pages et écoutant des témoignages. Il ne s'agissait pas de théâtre, mais de constat. À l'audience, Darren chercha à défendre son honneur, à expliquer des erreurs comme des malentendus. Il parla d'un nouveau départ et chercha la clémence publique. Naomi, elle, laissa sa voix être portée par Aïcha. Quand elle eut à parler, ce fut pour demander la vérité et non la vengeance. « Que la justice fasse la part des choses », demanda-t-elle, selon les pièces produites. Elle évita les envolées morales. Ses mots étaient des précisions, des appels à l'équité. Le jugement, rendu selon le dossier présenté, confirma des éléments cruciaux. Le condo fut reconnu, pour ce qui ressortait des actes produits, comme ayant un titre et une nature compatibles avec la revendication de Naomi. Le juge ordonna aussi que certaines dettes constituées pendant les transferts litigieux soient prises en compte dans la liquidation du patrimoine. Il rejeta cependant des demandes excessives fondées sur des interprétations non étayées. En somme, la décision accorda à Naomi la confirmation de sa propriété et imposa au mari une responsabilité financière pour certains engagements pris au cours de la période incriminée, selon la lecture du dossier. Le verdict ne fut pas un triomphe scénographique, il fut une mesure d'équilibre, une réparation proportionnée aux preuves. Darren quitta l'audience fatigué, la tête basse, sa réputation étoilée ternie. Monsieur Hayes avait disparu, introuvable, et d'autres complices se tenaient désormais à distance. Sierra, quant à elle, dut affronter une pluie de commentaires et de portes qui se refermaient. La vie sociale, qui avait alimenté leur stratégie, devint pour elle un désert. Naomi éprouva une émotion mêlée. Ce n'était pas une jubilation. Elle ressentait plutôt un soulagement tranquille, une fatigue qui ressemblait à la fin d'un long voyage. Dans les mois qui suivirent, Naomi fit des choix constructifs. Plutôt que de s'engouffrer dans la rancœur, elle transforma son autonomie retrouvée en projet. Elle vendit l'appartement à Hambourg, une difficile décision symbolique, car ce lieu avait abrité des souvenirs d'enfance et de légère nostalgie, et utilisa une partie des fonds pour lancer une petite maison d'édition indépendante, dédiée à la publication de récits de femmes et à la mise en lumière de voix souvent étouffées. Elle n'avait jamais rêvé de cette profession, mais son besoin de donner vie à des vérités et d'accompagner des histoires la portait désormais. Aïcha resta proche, non comme associée juridique, mais comme amie et conseil. Le nouvel espace de travail était lumineux, une petite facette de verre sur une rue animée de la ville côtière où Naomi s'installa finalement, choisissant volontairement un changement de décor pour marquer un commencement.
Le bureau sentait l'encre et le papier, des piles de manuscrits déjà promis à une vie publique. Naomi prit plaisir aux choses concrètes, la recherche d'auteurs, la mise en page, la signature du premier contrat. Elle recruta une petite équipe, une directrice artistique, un éditeur jeune et enthousiaste, une assistante qui partageait la volonté d'aider à mettre des voix au monde. Chaque décision était lente, pensée, selon sa logique intrinsèque. Sa relation avec Darren se transforma en une rare politesse, échanges nécessaires, décisions administratives, parfois des discussions sur ce qu'il convenait de dire publiquement. Ils n'échangèrent pas de haine, mais une sorte de distance respectueuse. Naomi avait mis une barrière claire. Pas d'amertume ostentatoire, mais pas d'effort pour reconstruire ce qui avait été rompu par le calcul et la duplicité. Elle souhaitait garder sa dignité intacte et avancer. Quand un courrier de Darren arriva, timide, quelques mois après, proposant une médiation silencieuse pour clore le dossier, Naomi répondit avec soin. « Je tiens à ce que l'on fasse les choses proprement, dans le respect des décisions rendues. » Elle signa sans pleurer. Le succès de sa maison d'édition fut progressif mais solide. Le premier recueil publié, une compilation de témoignages de femmes de différents âges, connut une réception chaleureuse. Naomi prit plaisir à relire ses pages, des histoires de petits courages quotidiens, pas des triomphes flamboyants. Elle s'impliqua dans la promotion, donna des conférences, rencontra des lecteurs. Parfois on lui demandait comment elle avait surmonté l'épreuve. Elle répondait avec simplicité, par l'ordre, la préparation et la vérité. Il y avait, dans ces mots, l'accès à une expérience, mais jamais la leçon moralisatrice. Au fil des mois, la tempête sociale se calma. Darren réussit à préserver une activité professionnelle mesurée, mais sa notoriété avait pris un coup. Certains de ses anciens alliés avaient choisi d'autres chemins. Sierra entra dans une phase de réorientation. Elle fit face à des portes fermées dans le milieu où elle espérait s'installer et dut apprendre à travailler à la discrétion plutôt qu'à la stratégie. Céleste se retira du cercle, blessée dans son ego plus que dans sa position réelle. Elle écrivait des cartes maladroites, cherchant parfois une réconciliation qui ne trouva pas toujours d'écho. Naomi accepta ses gestes avec une réserve polie. 6 à 12 mois après la rupture publique, Naomi se retrouvait souvent à contempler l'horizon depuis la fenêtre de son nouvel espace. Elle se rappelait, non sans une pointe d'étonnement, ces instants de jeunesse, leur première promenade, la façon dont Darren avait un jour choisi une bague dans un magasin d'étudiants modeste, le rire qu'il partageait devant des films muets. Ses souvenirs n'étaient pas effacés. Elle les appréciait comme on admire des photographies anciennes. Il n'embrasait plus sa vie. Il lui servait plutôt d'archive. La tranquillité qu'elle avait cherchée n'était pas l'effacement du passé, mais son acceptation. Naomi apprit que la dignité ne consiste pas à annihiler l'autre, mais à se préserver intacte face à la perfidie. Elle trouva une paix ancrée dans son travail, dans ses nouvelles amitiés, dans la stabilité retrouvée d'une vie ordonnée à la mesure de ses valeurs. Un jour, assise à son bureau, elle reçut une lettre, simple, sans ornement, de Darren. Il n'y avait pas d'appel sentimental. Il y avait une reconnaissance mesurée d'erreurs, des excuses sur un ton réservé et la demande d'une vie sobrement réconciliée. Naomi lut la lettre 2 fois, posa un signet, puis répondit avec une élégance sobre. « Je prends acte de votre message. Je vous souhaite de trouver ce que vous cherchez. » C'était tout. Elle remit la lettre dans l'enveloppe et la classa. La dernière image que la narratrice offrait dans Naomi n'était pas celle d'une femme transformée en juge public, ni celle d'une victime vindicative. C'était l'image d'une femme qui avait rassemblé les éléments d'une vie fracturée, les avait organisés, puis les avait tournés en projet. Son dernier geste dans cette histoire fut simple. Elle ouvrit la porte de la maison d'édition, reçut une jeune autrice nerveuse et pleine d'espoir, et l'encouragea à raconter sa propre vérité. Naomi comprit que sa réponse, celle qui avait laissé Darren sans voix, n'était pas une sentence, mais une reprise en main. Ce n'était pas seulement d'avoir exposé un mensonge en public, c'était d'avoir choisi, après la tempête, une route faite de travail, de calme et de création. Si vous avez été touché par cette histoire et que vous souhaitez entendre d'autres récits où la vérité prend forme pas à pas, vous pouvez aimer, partager et laisser un commentaire sur ce que vous avez ressenti. Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de se relever en gardant sa dignité.